Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou, on parle d'exercice et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Comment savoir si mes douleurs viennent d'un vrai problème mécanique ou si elles sont entretenues par le stress? On a des douleurs parce qu'on a trop fait, on a fait un sport et on a fait un faux mouvement. Il y a eu un épisode X et on sait que c'est à partir de ce moment-là que les douleurs se sont déclenchées. Donc, on peut penser qu'on s'est blessé. En ce qui concerne les douleurs au cou, parfois, il n'y a pas un élément déclencheur comme celui que je vous décris. Alors, parfois, c'est difficile de savoir est-ce que c'est une douleur qui est entretenue par le stress ou est-ce qu'il y a un problème vraiment mécanique, il y a une raideur, il y a une tension, il y a deux, trois vertèbres qui ne bougent pas bien. Comment on fait pour faire la différence et qu'est-ce qu'on peut faire aussi peut-être pour soulager tout ça? Une douleur d'origine mécanique varie généralement avec le type de mouvement que vous faites, la posture que vous adoptez ou la charge ou le poids que vous allez soulever ou ce que vous allez mettre comme tension sur l'articulation. Donc, on va être capable de se dire que si je penche la tête ou pas, ça augmente la douleur. Si je tourne la tête, ça augmente la douleur. Si je conduis la voiture, je fais mes angles morts, ça augmente la douleur. Donc, on va être capable d'associer plutôt la douleur à un mouvement qu'on fait ou au soulagement, d'associer le soulagement à un mouvement qu'on fera. On peut penser que c'est un peu plus mécanique et sans dire que le stress n'a aucun lien, mais que, en somme, on a identifié des mouvements qui augmentent la douleur. Quand le stress est en cause, la douleur a tendance à fluctuer avec les émotions, le sommeil ou les périodes de tension psychologique. Lorsqu'on est stressé, parfois on ne s'en rend pas compte, on ne le mesure pas et c'est souvent lié à d'autres éléments qui ne sont pas liés à des mouvements spécifiques. Si vous avez une douleur qui n'est influencé, qui n'est modifié par aucun mouvement, on parle du cou, hein, qui n'est modifié par aucun mouvement en particulier. C'est comme une tension diffuse, les personnes qui viennent me voir et qui ont des douleurs au cou. Et on essaie de localiser la douleur et qu'on n'arrive pas à toucher un endroit et la personne va nous dire, ben, j'ai mal au cou, un peu partout. Est-ce que c'est pire quand vous faites telle chose? Non. Est-ce que c'est soulagé quand vous faites telle chose? Non. Ça fluctue. Il y a des périodes où j'ai mal, il y a des périodes où j'ai moins mal. On peut penser qu'il n'y a pas un endroit au cou qui est problématique. Une autre façon de savoir, c'est de consulter. Quand on évalue nos patients, oui, il y a la discussion qui précède l'examen clinique, l'historique de votre problème. On va vous poser plusieurs questions sur votre état de santé, notamment, mais ensuite, on arrête de parler et la discussion, elle est importante et l'évaluation en amont, elle est essentielle même, mais on arrête de parler et on va, nous, avec nos mains, avec nos indications, on va bouger votre cou, on va vous faire bouger votre cou, on va aller palper vos vertèbres, etc., etc. Et on va essayer d'aller voir s'il y a un endroit qui est raide. Et surtout, d'aller voir si on arrive à reproduire votre douleur à des endroits bien, bien spécifiques pour départager si on a un problème physique, un problème mécanique. Sur le plan physiologique, le stress augmente l'activité des centres de la douleur dans le cerveau et diminue l'efficacité des mécanismes naturels d'inhibition de la douleur. Il ne faut pas oublier que si je prends un marteau, je me frappe sur le doigt, je vais avoir, et je frappe assez fort, je vais avoir de la douleur. Ça, c'est un système d'alarme qui dit il y a eu un marteau sur votre doigt, il y a un problème. Maintenant, lorsqu'on a une douleur qui perdure, une douleur qui est chronique en quelque sorte, il y a plein de mécanismes, je vous en ai déjà parlé, qui vont inhiber la douleur et qui vont amplifier la douleur et les mécanismes d'inhibition sont importants et donc le stress, l'anxiété et d'autres éléments de la santé psychologique peuvent avoir un effet sur ces mécanismes complexes de la douleur dans votre corps. Alors, dans une période où vous êtes plus stressé, plus tendu, là, je le dis en deux mots, mais ça peut être évidemment beaucoup plus complexe que ce que je décris là et sans du tout vouloir le banaliser. En fait, c'est tout le contraire. Ces éléments-là peuvent avoir un effet sur les mécanismes complexes d'inhibition
et d'amplification de la douleur. Dans la réalité clinique, là, avec nos patients, la mécanique et le stress s'additionnent souvent. On ne peut pas nécessairement séparer ça en deux, des fois oui. Et un problème articulaire peut être amplifié par une sensibilisation du système nerveux. Alors, on peut avoir les deux problèmes et le stress amplifie. Et on a aussi l'inverse parfois. Les gens mettent un problème au cou ou à une autre articulation sur le dos du stress. Et parfois, ça n'a rien à voir. Il y a un problème mécanique qui fait en sorte que la personne dort mal parce qu'elle est souffrante, bouge moins son cou parce qu'elle est souffrante, ne travaille plus depuis 3 mois parce qu'elle est souffrante et ça affecte sa santé mentale, limite ses activités sociales parce qu'elle a trop de douleur au cou en raison d'un problème mécanique qui, lui, a des répercussions sur toutes les sphères de sa vie et qui génère du stress. Et dans ces cas-là, si le problème est pris rapidement, est pris en charge rapidement, c'est pour ça qu'on vous encourage, moi et tous mes collègues, à consulter rapidement lorsque vous avez un problème et surtout un problème qui ne s'améliore pas pour court-circuiter cet effet domino sur d'autres sphères de votre santé et de votre qualité de vie. Donc, il y a aussi l'inverse, parfois, que le problème est vraiment physique et déclenche ensuite une série de répercussions, notamment au niveau psychologique. Alors, ça, c'est le premier conseil, c'est de consulter assez vite quand vous voyez que ça ne s'améliore pas, quand vous voyez que la douleur est forte, quand vous voyez que la douleur a des effets sur votre travail, sur votre vie personnelle, sur votre vie amoureuse, et on pourrait continuer encore longtemps, consulter rapidement. Observer si la douleur change selon les mouvements ou les situations de stress. Tenir un journal aide à distinguer les facteurs. C'est très fréquent qu'on parle, on discute avec nos patients pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé et les personnes ne se souviennent pas de certains détails qui nous sont importants et à eux aussi, mais nous, lors de l'évaluation. Alors, si vous savez que lorsque vous conduisez la voiture plus que 30 minutes, la douleur augmente, si vous savez que si vous tournez la tête pendant que vous conduisez, ça augmente la douleur. Donc, si vous faites des liens, des moments de la journée, des trucs liés au sommeil, liés à la médication, à vos règles, donc, tous ces liens-là, vous les notez dans un journal sans devenir non plus complètement de construire votre vie autour de ce journal-là. Tout le monde a compris, mais de noter ces détails-là, ça nous aidera lorsqu'on vous rencontrera pour vous évaluer. Consulter vraiment pour un bilan qui combine, comme je vous disais, l'évaluation mécanique, l'examen clinique et la prise en compte aussi des dimensions psychosociales. Oui, l'aspect psychologique, mais l'aspect social aussi. Avez-vous perdu votre travail? Avez-vous vécu une séparation? Avez-vous déménagé? Êtes-vous en deuil? C'est important parce que tout ça, ça s'est imbriqué et on doit le prendre en compte. C'est vraiment important aussi de faire un examen clinique. Si vous allez voir un professionnel de la santé pour un problème de ce genre, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous passe une radiographie, on ne fait pas bouger votre cou, on ne vous pose pas de questions, on ne mobilise rien, on peut poser la question, est-ce que cet examen est vraiment complet, est vraiment pertinent? Et ce n'est pas un examen clinique. Un test d'imagerie médicale, ce n'est pas un examen clinique qu'on va faire avec les mains. Et on parle en ce moment du cou, là, on ne parle pas d'un problème de diabète ou d'un autre problème de santé. Vraiment important, cet examen clinique. Je vous montre un exercice. La respiration carrée, je vous montre la position dans laquelle vous allez la pratiquer, puis après, je vous montre une diapo qui va clarifier l'exercice. Donc, en position assise, avec un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin, vous placez les mains sur votre ventre et vous allez inspirer en gonflant un peu l'abdomen et vous allez expirer. Ça, c'est la position de départ. Maintenant qu'on a bien compris la position de départ, je vous montre une image, une illustration qui est tirée de mon livre Plus jamais malade aux éditions du Tré-Carré, que vous pouvez trouver ici au Québec, mais aussi en France. Et c'est avec cette illustration-là qu'on comprend un peu mieux. Alors, ça s'appelle la respiration carrée parce que le temps d'inspiration est le même que le temps d'expiration. Et on ajoute à ça 4 secondes en apnée, c'est-à-dire que vous ne respirez pas. Tout l'exercice se fait en suivant cette séquence-là de façon détendue. Si le 4 secondes est trop long ou pas assez long, vous pouvez le descendre à 3, vous pouvez le monter à 5, sûrement pas à 10, mais vous devez le faire de façon détendue. Si ça vous stresse d'arriver aux 4 secondes en apnée, diminuez à 3.
Si vous commencez, vous pouvez faire un carré pas égal. Vous pouvez faire une inspiration de 4 secondes, une expiration de 4 secondes et vous pourriez faire un temps en apnée de 2 secondes pour ensuite, progressivement, si vous êtes capable de vous rendre à 4 secondes. Donc, déjà, on comprend le principe. On inspire dans la position que je vous ai montrée, dans la façon que je vous ai montrée, en étant détendu. 4 secondes, on inspire, on arrête pendant 4 secondes, on expire pendant 4 secondes, on arrête pendant 4 secondes et on continue comme ça. C'est un exercice qui est intéressant pour tenter de détendre cette région-là. Les exercices de respiration, ça peut avoir aussi des effets positifs pour nous apaiser. Ça peut avoir un effet aussi sur le système nerveux parasympathique. Il y a certaines études qui le démontrent, de rythmer la respiration. Ça peut être quelque chose de positif. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi. Pour le coup, vous avez des exercices en temps réel, donc vous les faites avec moi et vous suivez cette séquence-là et vous avez différentes durées. J'espère que mes conseils et l'exercice vous sera utile. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.